Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Super Friends. C'est le podcast dans lequel on va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics par leur travail. Vous le savez, dans le cadre de ces émissions, on aime beaucoup aller interroger les dynamiques du marché du comics et lors des nombreuses discussions par exemple qu'on a déjà pu avoir avec Xavier Guibert, on revient souvent sur le panéliste GFK, sur lesquels voilà on s'appuie sur les chiffres qu'il donne pour faire justement pour avoir ces analyses de marché. Mais peut-être que parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a qui se posent la question, mais au fait c'est quoi GFK, comment ça fonctionne, quel est ce panéliste et comment en fait fonctionne aussi la segmentation du marché. Et bien pour répondre à ces questions, on va aller justement à la rencontre directement de GFK. Et ça me fait super plaisir de vous proposer cette émission puisque nous avons avec nous Magali Saint-Laurent. Bonjour Magali. Bonjour Arnaud. Et nous avons également Laurent qui est avec nous. Alors j'ai pas retenu votre nom de famille, pardon, mais Laurent également de GFK. Bonjour Laurent. Bonjour, je suis Laurent Pringuet. Bonjour voilà. Arnaud. Donc déjà je voudrais vous remercier d'avoir accepté cette invitation puisque on parle beaucoup de vous, on parle beaucoup de votre travail. Moi, c'est une ressource qui est essentielle. Alors, j'ai pas accès à tous les chiffres qui arrivent chaque semaine, mais c'est vrai que notamment lors du FIBD, vous me laissez à chaque fois utiliser la fameuse présentation qui permet de donner les grandes dynamiques du marché à un moment donné. Donc, je voulais juste vous remercier déjà d'avoir accepté de discuter avec nous pour expliquer notamment à nos auditeurs et nos auditrices un petit peu comment ça fonctionne. Et peut-être que ma première question juste avant, c'est quand même juste est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, Magali, je commence par vous, juste nous dire qu'est-ce que vous faites chez GFK. Très bien, merci Arnaud. Moi, c'est un plaisir de vous recevoir. Moi, je suis depuis 6 ans chez GFK et je suis en charge du marketing et de la communication pour l'entité France. Et Laurent? Et moi, je suis également depuis plus de 6 ans chez GFK et je suis consultant sur le panel livre, donc sur le marché du livre, la BD, mais également d'autres marchés également. Alors la première question vraiment la plus simple, la plus évidente, c'est comment est-ce qu'on définit GFK concrètement, qu'est-ce que c'est et quel est son rôle? Alors comme vous l'avez dit Arnaud, effectivement le jargon veut dire que GFK est un panéliste. En fait, ce que ça veut dire en langage commun, c'est que nous sommes un acteur qui récupère en fait toutes les données issues des tickets de caisse des distributeurs, qu'ils soient en magasin ou en ligne. Et notre métier, en fait, c'est de venir analyser cette donnée. Qu'est-ce qui est acheté? Où? Quand? À quel prix? Avec quelles spécifications techniques? Nous venons, en fait, il y a un énorme travail de codification, puisque chez GFK, la moitié des équipes sont vouées justement à venir analyser, corriger, réagencer cette donnée, pour ensuite venir l'analyser. En fait, la faire vivre tout simplement, et ensuite la proposer sous forme d'analyse, à la fois aux distributeurs qui en ont besoin pour vérifier leur performance, mais également aux fabricants, éditeurs sur le marché de l'édition, qui vont pouvoir ainsi savoir quelles sont les top ventes de la semaine, quelle est la dynamique d'un type de livre. Savoir également quel type de format en fait, est-ce que c'est plutôt le fond ancien, est-ce que c'est la nouveauté qui va donner de la dynamique au marché, et donc c'est une activité extrêmement riche et passionnante, je dois le dire, de suivre en fait voilà la dynamique de ces marchés à travers de la donnée qui est factuelle. Donc ça c'est vraiment le point le plus important, c'est quand on parle de sortie casque, ça traduit vraiment en fait des ventes réelles qui ont lieu. Donc on n'est pas donc on va rester vraiment sur le marché du livre à chaque fois, hein, mais on n'est pas sur ce qu'on appelle la mise en place, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires qui sont mis à disposition dans les librairies pour les lecteurs, ou encore même du tirage qui est le nombre d'exemplaires vendus. Vous, c'est vraiment exactement. Et là, on va être aussi, je pense que c'est important de préciser par rapport aux ventes réelles justement, que l'on va faire des estimations de vente. Donc sur certains circuits, sur certaines enseignes, sur certaines librairies, sur certains magasins, on va avoir l'intégralité de leurs ventes, des ventes d'un circuit. On a plus de 8500 points de vente en France partenaires. Et quand je dis points de vente, en fait, c'est de l'enseigne. Donc il y a des très très grands acteurs, mais il y a aussi des librairies indépendantes. D'ailleurs, on a 1100 libraires indépendants qui nous envoient alors au format fichier Excel ou au format flux informatisé leurs données de vente. C'est ça. Et dans un certain nombre de cas, notamment sur les librairies, il est plus compliqué d'avoir l'intégralité des données de vente des librairies.
Par contre, on a des moyens statistiques de mettre en place ce qu'on appelle une extrapolation, donc qui nous permet d'estimer à partir d'un échantillon représentatif de magasins l'intégralité de ce qu'on appelle l'univers des librairies, donc de l'ensemble des magasins qui vendent du livre. Ce qui fait que, effectivement, en France, GFK va représenter l'intégralité de ce qui est acheté en France métropolitaine. Typiquement, sont exclus à la fois de notre analyse de flux et d'extrapolation, tout ce qui est vente directe, donc l'éditeur qui vend lui-même auprès des établissements scolaires, par exemple, ou qui vend en direct lors de salons. Sont également exclus, en fait, tout le livre d'occasion, qui ne fait pas partie des circuits, puisque nous suivons exclusivement les ventes de livres neufs. Et le numérique. Et sont exclus également les formats numériques. Et alors, quand vous dites vente directe, ça inclut aussi, je crois, la vente qui peut se faire. Par exemple, si je vais sur le site d'un éditeur en question, qu'il a sa propre boutique en ligne, est-ce que si je commande des bouquins directement chez eux... Si c'est inclus dans le flux, si la librairie fait partie du panel, ouais. D'accord, si l'éditeur... Si nous avons un accord avec cet éditeur, elle est suivie. En direct, c'est plutôt notamment sur le scolaire, les livres scolaires, les manuels scolaires, tout ce qui passe par les collectivités, ce genre de choses, et qui ne passe pas par des magasins, si vous voulez. Donc, on est vraiment les ventes directement aux consommateurs. Voilà. Alors j'aimerais un peu revenir aussi même sur cette notion d'extrapolation, c'est-à-dire effectivement, comme vous l'avez dit, avec 1100 librairies indépendantes dans votre... alors je sais pas si on dit votre panel. Notre panel, c'est un panel distributeur, oui. Ouais, dans votre panel distributeur, ça veut dire qu'effectivement il y a plus que 1100 librairies en France, et donc en fait vous faites une sorte de moyenne. En fait, vous estimez que par exemple l'ensemble des livres vendus dans ces 1100 librairies peut ensuite être alors extrapolé par je ne sais quel calcul en fait peut être extrapolé à ce qui se fait dans l'ensemble des parcours. C'est-à-dire que par exemple, on va dire que si un livre a des très bons chiffres de vente, ça n'empêche pas que peut-être que dans une librairie à Montpellier, le livre ne se soit pas vendu du tout. C'est ça. Alors il y a plusieurs choses qui entrent en compte de manière précise, parce que effectivement on va essayer de faire en sorte que une certaine catégorie de librairies représente sa propre catégorie. Par exemple, les librairies BD vont représenter les librairies BD, pas les Gibert, pas d'autres librairies qui vraiment représentent plus généraliste, totalement des choses totalement différentes. Il y a aussi des particularités géographiques. Il y a des particularités géographiques urbaines, qui sont importantes, qui sont prises en compte. Des particularités de notion de chiffre d'affaires, c'est-à-dire des grosses librairies vont représenter d'autres grosses librairies, parce que effectivement, on peut avoir sinon des librairies qui en représenteraient d'autres, mais qui ont vendu plus de titres. Et il va y avoir des grandes différences à la semaine, puisqu'on est vraiment sur des données recensées de manière hebdomadaire. On peut avoir de grandes différences entre les librairies. Donc, c'est important d'être très précis par rapport à ça. C'est vrai qu'en fait, c'est un millefeuille d'extrapolation. Puisque l'objectif, alors on parle des 1100 libraires indépendants, mais c'est 8500 points de vente et enseignes, site internet, pure player. Qu'est-ce que vous appelez pure player Ce sont des acteurs qui vendent exclusivement sur Internet. D'accord. Oui. Et qui n'ont pas de magasin physique. Dans le jargon, on va appeler click and mortar un acteur qui a à la fois un magasin et un e-shop. Donc, l'objectif de nos experts en data science chez GFK, mais comme dans tous les autres panélistes, c'est de venir représenter la granularité de ce marché. Donc, on va avoir une approche pour les grands spécialistes qui est différente des petits spécialistes. Et Laurent prenait l'exemple effectivement des librairies BD. On a également en fait des librairies spécialisées poésie et pièces de théâtre que l'on prendra en compte dans notre extrapolation différemment d'une très grande librairie d'une ville de 50 000 habitants qui a une zone de chalandise très importante et qui du coup a aussi en fait une représentativité sur son territoire et dans les genres qu'elle va diffuser différentes. Donc il y a à la fois, quand je parlais de millefeuille, c'est qu'il y a à la fois une vision de taille du point de vente, du genre qu'elle va mettre en place, enfin proposer à la vente,
Et puis il y a également en fait sa position en fait sur le territoire qui va refléter aussi en fait certains usages. Il y a des auteurs qui sont plus régionaux ou qui ont des ancrages plus forts, et ça aussi, ça doit se refléter en fait dans les données et dans l'extrapolation que nous restituons. Mais c'est-à-dire que des enseignes qui sont très implantées dans le nord de la France vont pas, dans votre calcul, vont pas être assimilées à d'autres grandes enseignes qui seraient par contre dans le sud. Exactement. Si je me permets je vais refaire un peu parfois de la reformulation et vous me dites si je comprends bien, et comme ça j'imagine que nos éditeurs comprendront aussi, mais en fait c'est pas simplement on additionne tous les chiffres des 1000 points de vente et on fait la moyenne. Non, c'est il y a une catégorie de points de vente, on va dire les librairies du Grand Est avec dans un rayon dans des villages de 500 habitants, les librairies du Grand Est dans des villes de 5000 habitants, et à chacune va être attribué alors peut-être un facteur pour extrapoler ensuite sur la moyenne nationale. C'est ça. C'est la magie de notre métier, c'est d'être à la fois expert de la data avec une très grosse couche de data science et de technique, et à la fois d'être sur des univers de passionnés, puisque la littérature et la BD et le comics par essence sont c'est une matière à étudier qui est extrêmement vivante, dynamique, créative, et d'avoir l'alliance des deux entre cet aspect extrêmement technique, peut-être un peu froid, mais qui exige cette méthodologie, et en même temps d'avoir toute la vivacité et la créativité de ce milieu, c'est ce qui fait le sel de notre métier. Ça, finalement, on a un peu un double métier chez GFK. D'un côté, la partie qu'a expliqué Magali sur toute la donnée, donc le côté peut-être un peu froid, mais très précis, très carré, où on se doit de donner des estimations. Ça reste des estimations, mais les plus précises possibles. Pour les différents acteurs du marché, pour les différents segments du marché. Et d'un autre côté, en tant que consultant, on va essayer pour les différents acteurs, pour nos clients, ou dans le cadre d'intervention comme à Angoulême, on va essayer d'interpréter ces données et d'essayer d'être le plus précis, le plus neutre possible aussi, de manière à donner l'interprétation la plus juste et la plus nuancée possible. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu aussi les différents, on va dire pas acteurs, mais on sait qu'il y a différents types de points de vente en fait qui existent et que vous prenez en compte. Est-ce que vous pourrez juste me dire grosso modo quelles sont les différentes catégories Alors, on a 4 grandes catégories de circuits de distribution. Ce qu'on appelle la GSA, c'est-à-dire les hypermarchés, les supermarchés. On a ce qu'on appelle les GSS culturels, donc là on va être vraiment dans les enseignes multimédia on va représenter des Fnac, des Cultura, etc. Et on va avoir les librairies qui sont divisées en 2 grandes catégories, ce qu'on appelle les librairies de niveau 1, donc les grandes librairies, et un 4e circuit qui ont une superficie et un chiffre d'affaires minimum. Effectivement. Oui, c'est vraiment lié au chiffre d'affaires, pardon, effectivement. Quand je parle de grandes librairies, il y a vraiment des caractéristiques techniques précises derrière, mais pour simplifier, effectivement, on est vraiment dans les grandes librairies en termes de chiffre d'affaires, de superficie. Et ensuite, on va avoir un circuit qui regroupe les plus petites librairies, les librairies spécialisées aussi, dont notamment les librairies BD et Internet. Notamment, donc pour des raisons plus de confidentialité de données, mais voilà, on a 4 grands circuits que l'on va analyser pour nos clients ou dans les différentes interventions qu'on va faire. C'est vrai que dans l'imaginaire un petit peu que je me représentais, on associait souvent effectivement le fait que les librairies de niveau 1 c'est des librairies généralistes et les librairies de niveau 2 donc spécialisées, et donc là-dedans les librairies spécialisées BD. Mais si je comprends bien, vu que c'est en termes de caractéristiques plus techniques et plus froides de termes de chiffre de vente, si on avait une librairie BD qui faisait
je sais pas quel est le chiffre, mais 10 millions de chiffres d'affaires à l'année, elle serait, elle, rangée en librairie de catégorie 1. Tout Ça à fait. pourrait être le cas, oui. D'accord, ok. Mais généralement, c'est vrai que les spécialisés vont être vraiment dans ce fameux quatrième circuit qui regroupe aussi d'autres circuits de vente. Et c'est quelque chose d'assez particulier d'avoir quand même Internet qui est mis avec les librairies de niveau 2. C'est quelque chose de neuf ou pas? Est-ce que vous trouvez ça cohérent, ou est-ce que ça empêche quand même d'avoir des formes de lisibilité? Parce que alors je sais, c'est moi qui le dirais, mais on sait que dans certains acteurs Internet, en fait, il y en a qui ont des volumes de vente qui sont peut-être plus conséquents que des libraires spécialisés, justement. En fait, ça dépend de la maturité des marchés sur le digital. Très concrètement, quand on a cette analyse GSA, GSS, donc grande surface alimentaire, grande surface spécialisée, cela comprend les ventes magasins et e-shop de ces enseignes. Et donc, il n'y a quelque part que les pure players qui sont isolés dans un circuit à part, en parallèle avec donc sur le marché de l'édition, en fait, les librairies de niveau 2. D'autres circuits, en fait, chez GFK sont traités de la même manière, enfin, d'autres univers, pardon, sont traités de la même manière, parce que Internet reste, dans la plupart des cas, un canal minoritaire. En tout cas, le pure player reste un canal minoritaire. Quand on englobe ensuite toutes les ventes réalisées online, quelle que soit la typologie du vendeur, là, effectivement, en fait, le digital prend une certaine part, mais encore une fois, ça dépend vraiment des marchés. De notre côté, en fait, c'est aussi un équilibre que nous devons tenir vis-à-vis de nos partenaires distributeurs, pour avoir aussi une lisibilité, en fait, sur le long terme de leur performance au circuit. Donc pour l'instant, c'est comme cela que l'on le traite. Néanmoins, quand les éditeurs, les distributeurs veulent en savoir plus, on a d'autres manières, en fait, de venir appréhender le canal digital, donc qu'il soit via un acteur traditionnel ou un pure player. Dans ce cas-là, en fait, on fait parler les données consommateurs, donc là, qui sont sur du déclaratif. On vient interroger les consommateurs tous les mois sur leurs achats de biens culturels. Et dans le cadre de cette interrogation, on leur demande, en fait, sur quel canal, est-ce que c'est en magasin ou sur Internet, et près de quel acteur, enseigne, grand public ou spécialiste, qu'il a réalisé son achat. Et en fait, par cette vision déclarative, consommateur, on va pouvoir venir affiner la vision et la dynamique du circuit online. D'accord, mais donc si je comprends bien, en fait, le site d'une GSS est intégré dans le circuit GSS. Exactement. Et pas sur la partie internet. Donc ça, je pense que c'est intéressant à préciser. Donc voilà, donc tous les achats, c'est moi qui le dirais, mais qui sont sur le site de la Fnac ou de Leclerc, en fait, seront dans cette partie donc dédiée à la Fnac et à Leclerc, quoi. Tout à fait. Ok. Ça, c'est bien à savoir aussi. Concrètement, comment ça se passe une semaine chez GFK? Parce que, alors moi, je sais on sait qu'il y a les sorties de caisse qui arrivent chaque semaine. C'est vraiment, en fait, de sortir toutes les semaines vraiment tous les chiffres de vente, en fait, en plus, alors d'intégrer toutes les nouveautés et ensuite de traduire avec donc cette estimation ce qui s'est vendu chaque semaine. En fait, on va recevoir en début de semaine un certain nombre de flux qui sont automatisés de la part de tous nos partenaires qui nous envoient les données, toutes les enseignes ou tous les partenaires qui nous envoient les données de librairie, qui vont être compilés, qui vont être reçus, qui vont être vérifiés, transformés dans des fichiers qu'on va intégrer dans notre base pour constituer la base des ventes de la semaine et qui vont être ajoutés à l'historique qui du coup date de 2003. Hein, le panel de livres de GFK date de 2003. C'est un rythme effréné, puisqu'en fait, on va recevoir le lundi dans la journée les flux des ventes du lundi au dimanche précédent. Et les premières analyses sont restituées le mardi à 18h. En France, il s'est vendu plus de 350 millions de livres l'année dernière. Vous imaginez, en fait, la volumétrie que cela veut dire de traiter, en fait, chaque semaine. Et la particularité du marché du livre, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de nouveautés, plusieurs milliers par semaine. Parce que nous, on s'intéresse je m'intéresse qu'aux comics ou à la BD de façon générale, où il y a déjà un volume de nouveautés qui est monstrueux.
si on prend le livre en général, bon bah ouais. C'est ça. Vous n'imaginez pas le nombre de livres qui ne vendent que quelques ventes par semaine, et finalement ça ajoute énormément de choses. Peut-être qu'ils vont décoller plus tard, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de titres qui vendent très peu de ventes. Il faut aussi les intégrer, il faut aussi les vérifier s'ils sont bien codifiés de la même manière que les autres. Et donc c'est vrai que c'est un travail qui va prendre du temps. S'il n'y a pas d'erreur de prix. C'est ça, il y a des vérifications qui sont faites par rapport au prix, par rapport à est-ce qu'ils sont bien codifiés dans tel ou tel segment. Je pense qu'on va y revenir. Ouais. Et vraiment, d'un point de vue technique, beaucoup de vérifications à faire. Et en fait, en termes d'organisation, on a nos deux équipes, à la fois techniques et analystes, qui travaillent en parallèle, puisque donc on reçoit les flux consolidés du lundi au dimanche, le lundi. Premier volet d'analyse qui est restitué aux éditeurs et aux distributeurs le mardi 18h. C'est le First Weekly. C'est le fameux First Weekly. Ouais. Il y a un deuxième jeu d'analyse qui sont livrés le jeudi, qui donc est le Weekly consolidé. Et d'autres acteurs en fait qui vont nous envoyer les données en mensuel, donc pour avoir une vision complète du marché qui est couvert chez GfK. Les données mensuelles, en fait, généralement, sont disponibles à partir du 10-12 du mois suivant. Donc, il y a un travail, j'allais dire, en continu, à la fois sur la partie technique et sur la partie analyse de nos équipes. Vous êtes combien juste pour gérer? Alors, peut-être juste sur la partie dans la partie dessinée, vous êtes tout seul pour faire dans tout la partie, ça? on va dire, plus data réception, on est une équipe de 3 ou 4 personnes suivant les moments, et dans la partie consultant sur le livre, je parle uniquement du livre. Sur le livre, on est 3 consultants plus notre manager. Est-ce que plus un commercial, j'oubliais, qui est important, tout à fait, qui travaille avec nous pour démarcher les clients et pour toute la partie contractuelle qui est important. Oui, parce qu'en fait, pour avoir accès aux chiffres, faut que le partenaire commercial en fait soit en accord avec vous. En fait, il y a deux actions commerciales qui sont importantes. D'une part, finalement, l'action commerciale vis-à-vis des partenaires distributeurs, donc qui nous fournissent la donnée, et d'autre part pour les clients qui vont acheter la donnée, puisque sans clients, on n'a pas de moyen de soutenir la production du panel. Donc c'est important pour nous. Est-ce que c'était aussi 2 questions subsidiaires? C'était en fait, d'un point de vue de fonctionnement, donc les éditeurs, j'imagine, souscrivent à un service payant en fait pour suivre les collectes, en fait, parce que vous collectez les données des points de vente, donc en fait il faut souscrire. Et après, l'autre question, c'est qui a accès à ces données-là aussi, hein. En fait, à la fois les distributeurs, les éditeurs, les institutionnels et les médias. Et ça, en fait, à différents niveaux, puisque les distributeurs et les éditeurs, par leur implications financières et techniques, ont accès à une tout ou partie de notre donnée. Parce que vous pouvez souscrire à un rapport trimestriel qui correspond à votre besoin. D'autres éditeurs vont demander à avoir les données le mardi, le jeudi et tous les mois avec une vision consolidée et argumentée de la part de nos analystes. Il y a certains auteurs qui nous achètent également la donnée pour venir suivre en fait leur vente, tout simplement. Ça, on peut prendre vraiment juste avoir le suivi d'un EAN, d'un titre. D'un EAN ou de ce qui est produit par une personne, quel que soit l'éditeur. Ça aussi, c'est important. Nous avons également en fait des institutionnels qui achètent la donnée, les ministères, l'Union, des syndicats. Et puis, alors, vis-à-vis des médias, c'est une relation qui est autre, puisque là, en fait, chez GfK, on considère que ça fait aussi partie de la bonne santé d'un marché, d'avoir une vision la plus transparente possible de la dynamique d'un univers, en l'occurrence celui de la bande dessinée et du comics. Et pour le coup, avec les médias, on est sur une relation de partenariat. C'est ça. Mais après, vous, le partenariat particulièrement sur la BD, il me semble que c'est avec Livre Hebdo que vous avez particulièrement une relation. Il est pas multiple. Que sur la BD, hein, c'est vraiment sur tous les segments. Oui, mais pour Livre Hebdo n'est pas le seul, puisque on travaille également avec des BD, avec Le Point. Oui, tout à fait. Avec vous-même, avec le Monde qui nous demande régulièrement également de la donnée. En fait,
qui demande, généralement, on trouve une manière de répondre à l'enquête, aux besoins de l'enquête. D'accord, ok. Donc ça veut dire que si je venais chez vous en milieu d'année pour avoir peut-être des chiffres, des données, vous serez d'accord, pas forcément. Avec plaisir. D'accord, ok, d'accord. C'est bien aussi de le savoir que je l'apprenne à moi-même. Alors donc l'autre question. Maintenant pour aller un peu sur se spécialiser. Là on a fait le point un peu général sur GFK. Maintenant la bande dessinée. Comment ça fonctionne, la segmentation surtout. Je pense que c'est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus, qui était aussi le point de départ de cette émission, c'est de savoir aussi comment se définit la segmentation du marché. Donc notamment dans les catégories de bande dessinée, parce qu'autant le manga, j'imagine que c'est très identifié puisqu'il y a un format qui est très très propre. On a nous observé dans le comics de plus en plus de diversité de formats, et il y a même des BD américaines qui sortent depuis des années sans jamais avoir été estampillées dans un segment comics. Je pense à notamment à des comic strips jeunesse comme Garfield, Calvin et Hobbes, ce genre de choses là. Il y a parfois des romans graphiques qui sortent chez des éditeurs de BD franco-belges, que ce soit Gallimard, Monsieur Toussaint Louverture, qui seront dans un segment roman graphique. Et là, alors avant d'aller sur ces points particuliers, peut-être juste comment ça marche la segmentation, qui décide? Est-ce que c'est l'éditeur qui vous demande? Est-ce que c'est vous qui analysez le bouquin et lui donnez un segment voilà. Finalement, je pourrais dire un petit peu tout à la fois, mais on va avoir ce qui est important, c'est que nous finalement on est vraiment sur la réception de la donnée comme on en a discuté, et on va pas recevoir tous les livres un par un, par exemple, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on avait plusieurs milliers de nouveautés par semaine, et même sur la BD on va avoir beaucoup de nouveautés. Par contre, on va avoir des partenariats, notamment avec des dictionnaires. Donc nous on récupère auprès de partenaires, de sociétés avec qui on travaille. De la même manière qu'on récupère la donnée, on va récupérer des dictionnaires qui vont nous dire pour tel EN, pour tel titre, un certain nombre d'informations. Donc on va avoir le code barre, le EN, on va avoir le titre, l'éditeur, la collection, donc tout un certain nombre, le format, tout un certain nombre d'informations que l'on va récupérer, que l'on va intégrer chaque semaine dans notre base. Et le dictionnaire principal sur lequel on s'appuie, c'est le dictionnaire d'Electre, qui est associé à Livre Hebdo, dont on a discuté tout à l'heure d'ailleurs, et ce sont eux finalement les experts qui vont nous dire, par exemple, tel ouvrage c'est de la BD de genre sur de l'humour par exemple, ou sur une thématique plus historique, tel ouvrage c'est du comics, etc., tel ouvrage c'est du manga, du shonen, etc. C'est ça que l'on va récupérer dans notre base, et on va essayer de compiler ces informations-là. Ensuite, on a quand même un travail de vérification qui est important, parce que on peut avoir des incohérences entre les sources, on peut avoir des séries qui ne sont pas forcément très bien uniformisées, et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte qu'on va consulter la fiche d'un ouvrage sur tel ou tel site, mais on va vraiment avoir des différences entre les différentes sources. Et nous, il est vraiment important qu'on garde cette cohérence-là par rapport aux ouvrages en eux-mêmes et par rapport à l'historique que l'on va avoir dans notre base. C'est-à-dire que si on a un certain nombre d'ouvrages d'un auteur qui ont été catégorisés comme du comics, par exemple, il est important que à moins qu'il ait changé de style, bien sûr, mais il est important qu'on le codifie de la même manière. Et puis tout à l'heure, Laurent disait qu'il y avait aussi une part de j'allais dire input, excusez, c'est pas le mot, c'est de l'anglais, mais ouais, de remarques qui viennent également des acteurs du marché, puisque avoir un dictionnaire, c'est fondamental pour avoir cette lisibilité et cette forme d'objectivité de pourquoi GFK classe un ouvrage dans telle et telle catégorie. Mais bien sûr, il y a aussi un dialogue qui se fait avec les acteurs du marché pour faire évoluer cette nomenclature. Et effectivement, on reçoit régulièrement de la part à la fois des distributeurs et des éditeurs des sollicitations pour venir affiner le classement.
on ne répond pas à la positive partout. L'objectif, en fait, c'est de venir se nourrir des remarques et des suggestions de la part des acteurs du marché. Et je sais qu'il y a certains segments que l'on a fait évoluer récemment. Alors en jeunesse, là je pensais aussi à la romance avec la new romance et oui, la qui est un genre romance, très hybride en fait aujourd'hui, mais qui pour un libraire, pour un éditeur, même pour un lecteur, en fait, correspond à une nouvelle case. Donc oui, nous avons fait évoluer en fait en ajoutant en fait ce critère, mais sans casser l'historique du dictionnaire Electre, parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait un élément central, pérenne et lisible dans le temps. Et ça, en fait, c'est une exigence du métier de panéliste, d'être ce garant pour avoir cette vision à long terme qui est extrêmement importante pour venir consolider des visions, voilà, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et je parle dans le passé, mais c'est aussi valable, c'est surtout valable pour les analyses futures. Donc, on va enrichir, ajouter des couches, faire évoluer certaines ou resegmenter une case qui était unique et que l'on va séparer en deux. Mais ce qui est important aussi de dire peut-être à vos auditeurs, c'est que cette décision, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que quand on fait évoluer la nomenclature, en tout cas chez GFK, on s'astreint à retravailler l'historique. On parlait de milliers de nouveautés par semaine. Vous imaginez le travail que c'est, en plus de devoir restituer les analyses chaque semaine de ce qui est vendu actuellement, on s'oblige à retraiter les historiques pour que toute chose reste comparable par ailleurs. Donc les évolutions de nomenclature existent. On en discute entre nous avec les éditeurs, mais c'est quelque chose de fastidieux et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais c'est-à-dire que pour qu'un bouquin soit dans votre segment comics, en fait, c'est premièrement parce que c'est l'éditeur qui a mis cette information sur Electre et oui. Et donc en fait vous qui récupérez l'information, vous êtes pas en train il y a pas un bureau, vous êtes 4 et vous regardez toutes les nouveautés, déjà vous pouvez pas parce qu'il y en a trop, mais vous dites comics pas comics, BD pas BD, manga pas manga. Alors effectivement, on va vraiment avoir un certain nombre, on va avoir certains titres pour lesquels on n'a pas d'information. Donc là, pour le coup, on est vraiment obligé d'aller regarder, ou en tout cas pour lesquels l'information ne nous est pas parvenue. Donc on va essayer de creuser cette information-là. Et dans certains cas, on peut ne pas être d'accord parce que notre segmentation est faite d'une certaine manière avec le dictionnaire ou avec l'éditeur. Si l'éditeur nous dit directement, on aimerait que ce titre soit classifié dans tel ou tel segment. Donc, on a très souvent un avis à donner. On doit très souvent trancher sur certains titres. Parfois, effectivement, on va se retrouver à 4. On va se dire dans quel ouvrage tu classerais tel ou tel titre ou tel type d'ouvrage. C'est vrai que c'est parfois assez fastidieux, mais c'est quand même très intéressant et très passionnant aussi. C'est l'intérêt de notre métier. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de l'impact ensuite que ça peut avoir, cette segmentation, en tout cas le fait de mettre une BD dans telle ou telle case par rapport à comment il se retrouve après dans les librairies? Alors par rapport à la manière dont il va être dans la librairie, ce n'est pas ce qu'on décide nous qui va inciter un libraire ou la Fnac ou autre à le classer différemment. Ils vont avoir leur propre manière de voir les choses. Et justement, nous, on va peut-être être plus lié au contenu de l'ouvrage et à la manière un peu éditoriale parce que c'est l'information qu'on va récupérer comme ça, plus proche de ce que pensent les éditeurs peut-être que la manière dont il va être en rayon. Mais on essaie justement de un peu manier les deux, d'être un petit peu entre les deux. Dans certains cas, on peut se dire l'information que nous a donnée l'éditeur ne correspond pas à notre segmentation, ne correspond pas à ce qu'on voit en rayon. On peut ne pas être d'accord avec ça et trancher au profit de ce qu'on voit en rayon. Après, peut-être que ça va paraître un peu pour la provoque, mais faut pas donner plus de pouvoir à GFK que ce qu'il n'en a. Notre métier, c'est d'analyser les tendances de marché et en aucun cas,
de faire la pluie et le beau temps d'un marché. On est là pour, encore une fois, révéler toute la dynamique et la créativité d'un univers. Et dans le monde de l'édition, on est particulièrement servi. En revanche, ce n'est pas comme le rôle de GFK de dicter la manière de faire à un libraire, à un éditeur, à un auteur. Qu'ils viennent s'inspirer des tendances d'un marché pour orienter sa création ou ses collections, pour être en résonance avec ce que les Français et les Françaises achètent et aiment actuellement. Ça, c'est un fait et c'est, on va dire, plutôt logique. Mais en aucune mesure, l'objectif de GFK, c'est de venir codifier et uniformiser une manière de faire et d'autant plus sur un marché ultra créatif comme le marché de la BD et du comics, où on est avant tout sur une histoire d'hommes et de femmes qui aiment ce genre et qui vont avoir des coups de cœur, qui les mettent en avant et qui décident de mettre en avant une cover plutôt qu'une autre parce qu'elle a un impact graphique extraordinaire dans sa devanture, au-delà de là où le titre est codifié dans la nomenclature GFK. D'accord. Et par rapport au segment comics, il me semble qu'il y a que 2 catégories, c'est super-héros et hors super-héros. Oui. Ça, c'est quoi l'origine Alors l'origine exacte, ça date du début de 2003, du panel. Je crois que au tout début, effectivement, il y avait même pas cette distinction-là. Si je me rappelle bien, c'était vraiment avant que j'arrive, on avait vraiment comics tout court. Et au bout d'un moment, il avait été décidé de séparer entre super-héros et hors super-héros parce que justement, il commençait à y avoir cette montée du hors super-héros. Mais ça reste des demandes que l'on peut avoir sur certains segments, justement, d'affiner les choses. Et c'est là, dans ce que Magali a déjà pu dire auparavant, mais ça va être un travail auprès des différents acteurs de voir si on prend le temps d'affiner la segmentation ou pas, voir est-ce que ça en vaut le coup ou pas, est-ce que on voit de nouvelles tendances émerger qui me permettent de faire évoluer la segmentation. Donc, c'est pas forcément évident et peut-être qu'un jour ça arrivera sur les comics aussi ou sur d'autres segments de la bande dessinée. C'est tout à fait possible. C'est parce que après, moi, dans les dynamiques que j'ai observées, c'est d'avoir pas mal donc de changements de format qui en fait poussent pas forcément à créer une nouvelle catégorie dans la segmentation, mais simplement à ranger un album qui serait techniquement parce qu'il vient des États-Unis du comics, mais à le pousser ailleurs parce que, alors j'ai des exemples très précis, notamment avec le grand format Urban que Urban Comics a lancé maintenant il y a 2 ou 3 ans, où un titre comme Le Dernier des Dieux ira dans de la fantasy parce que ça a vraiment une tête de dragon et de nains et gobelins, et un décorum ira à côté de grandes BD de SF justement. Mais ça, je crois quand même que dans le segment, ça restera quand même catégorisé comme comics hors super-héros. Et c'est là, en fait, qu'il y a vraiment, en fait, la scission qui se fait entre la décision, enfin, la segmentation de GFK et la décision après des libraires sur lesquels vous n'avez pas forcément d'impact. Oui, tout à fait. On peut vraiment avoir une différence. Un libraire peut tout à fait décider d'organiser son rayon de la manière qu'il souhaite. S'il souhaite ne pas créer de rayon comics, il peut tout à fait le faire et dispatcher ses différents ouvrages comme il le veut. Généralement, un libraire va quand même essayer d'être cohérent par rapport à ce qui se fait ailleurs aussi et par rapport à ce que veulent ses acheteurs, ses clients, mais il ne va pas s'inspirer de GFK par rapport à ça. Par contre, nous, c'est vrai qu'on va quand même essayer de représenter ce qui se fait de représenter au mieux le marché. Donc, ça peut être par rapport à ce que font les éditeurs ou par rapport à ce que font les différents libraires. Mais il va y avoir des nuances un petit peu partout, un petit peu chez chaque enseigne, chez chaque libraire. On ne va pas présenter les choses exactement de la même manière. De la même manière, chez nos clients éditeurs, ça va être un petit peu pareil. On peut avoir des segments qui sont des collections qui sont vraiment présentées de manière différente. C'est dans ce sens-là où justement, en fait, vous parlez de la notion de format. C'est un critère d'analyse qui est arrivé assez récemment, en fait, chez GFK. On parle du roman graphique, qui lui est un format à part entière. Alors, le plus hybride possible, donc vous imaginez. Oui, on peut y mettre tellement de choses dedans. Et exactement, vous imaginez la problématique que ça représente en fait pour des analystes où
ça doit rentrer dans une case. Mais toujours est-il que c'est pour les analystes GFK, mais surtout en fait pour nos clients et partenaires qui regardent nos analyses, ça permet effectivement d'exprimer une autre variété, puisque il y a le format poche, le format classique, on appelle grand format, mais format classique, le format roman graphique et le format collector, qui du coup viennent donner en fait une granularité, une finesse d'analyse autre que le genre et la manière, le traitement graphique. Comment vous les distinguez justement? C'est enfin plus entre le collector. Comment vous réussissez vraiment à l'identifier? C'est parce que l'éditeur l'intitule comme ça? Souvent, on a de l'information par rapport à ça dans le titre, mais pas toujours. Ça peut être par rapport au fait qu'on voit justement arriver deux versions différentes d'un ouvrage. Donc, par exemple, pour la bande dessinée, c'est assez parlant. On peut voir la version un peu standard et une version plus chère, plus collector. Donc, on va le voir au niveau du format, on va le voir au niveau du prix. Souvent c'est souvent ça, hein, c'est souvent le prix, mais souvent ça reste quand même assez compliqué à suivre et on peut avoir des trous par rapport à ça. Donc généralement quand on veut l'analyser, on est obligé de le faire un peu manuellement en tant que consultant. Pour le coup, on se dit ok, on va analyser le collector, on va regarder la base, on va regarder plutôt dans les plus grosses ventes, mais de manière la plus exhaustive possible, suivant le temps que l'on a pour le faire. Et on va essayer de voir les titres qui, dans un segment précis, qui sont des collectors, et essayer de les identifier et d'en tirer les différentes évolutions, les volumes de vente. Ouais, donc c'est le côté artisanat de la chose, où on parle des millions de flux que l'on traite en automatique et avec toute la data science qui est inhérente à notre métier. Mais il y a aussi toute cette partie artisanale à la main où on vient recodifier de manière très récurrente pour enrichir cette connaissance. Alors, on parle du collector en comics, mais vous voyez, en fait, chaque année, j'ai les demandes sur les livres de profession politique. Dès qu'il y a une échéance électorale, cette notion de profession de foi politique n'existe pas dans les nomenclatures du dictionnaire Electre. Moi, c'est de la codification manuelle que l'on vient mettre par-dessus. On parlait de New Romance tout à l'heure. La New Romance, c'est un très bon exemple parce que c'est de la codification manuelle parce que ça ne correspond à aucune case automatique. Donc il y a une part d'artisanat que l'on fait évoluer, qui peut être perfectible de plus en plus en fait. Ouais. Ça commence souvent par un périmètre un peu manuel comme ça. C'est vraiment le cas pour la New Romance. Un travail avec les éditeurs aussi qui disent voilà, pour nous c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Et au fur et à mesure, on a identifié des collections, des séries, un certain nombre de choses et on va finalement finir par l'automatiser et l'intégrer de plus en plus, non seulement dans nos analyses, mais aussi dans les chiffres que l'on donne aux clients. Est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu similaire qui a été fait notamment avec le Young Adult? Est-ce que c'est un truc qui n'existait pas et que vous avez aussi, j'imagine, alors peut-être bricolé manuellement? C'est la même chose parce que le problème du Young Adult, c'est qu'il est vraiment entre le roman adolescent et de manière générale la littérature, notamment l'imaginaire, la littérature d'imaginaire, tout ce qui est fantasy, fantastique. Il y a beaucoup de Young Adult en littérature. Alors effectivement, on peut dire que c'est du bricolage, mais ça reste du bricolage extrêmement professionnel. Ah oui, non, parce sûr, qu'effectivement, en fait, on a une vraie obligation de transparence. C'est toute la difficulté du métier. C'est qu'à la fois, on doit être souvent, quand on parle de la donnée GFK, je dis ça doit être la donnée la plus lisible de l'extérieur sans avoir les codes de lecture. Et c'est donc toute la particularité de notre métier, c'est qu'on doit donner une vision qui est immédiatement compréhensible par n'importe quel kidam. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire n'importe quoi avec la segmentation aussi. C'est-à-dire que dans les segments que l'on essaie de mettre en place et qui peuvent paraître rigides parfois, en fait, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus précis possible automatiquement, donc via les dictionnaires dont on a parlé, de manière à ce qu'on ait le moins de modifications manuelles à faire dont on parlait, à part dans des analyses que l'on peut faire pour certaines présentations, pour certaines interventions. Mais dans notre segmentation de base, on va vraiment essayer de mettre en place quelque chose d'automatique parce que plus il y a d'interventions manuelles, finalement, plus il y a des risques d'oubli ou d'erreur. Et ça, c'est quelque chose que l'on cherche à éviter le plus possible. Parce que notre métier réclame de la précision et de la justesse tout en étant le plus objectif possible.
Ouais, donc faut laisser une part aussi à l'automatisation, mais une automatisation à laquelle on aura fait confiance. Il y a des sources, voilà, c'est ça. Mais d'un point de vue GFK, c'est de l'automatisation parce que on récupère de l'information de sources plus expertes que nous sur la partie vraiment analyse de la codification, si vous voulez. Donc, en l'occurrence, Electre, qui nous permet de codifier des milliers de titres chaque semaine. Et nous, après ça, on va faire des vérifications pour voir si tout semble bien codifié, s'il n'y a pas des oublis quelque part. Mais c'est une énorme aide pour nous aussi d'avoir des flux comme ça qui sont automatisés, en tout cas semi-automatisés. Non, puis avec le nombre de nouveautés à l'année, de toute façon, ce serait pas humain, ou alors faudrait que vous soyez 25 pour faire ça, quoi. Et j'entends que c'est pas possible non plus. Magali, vous disiez avant que faut pas donner plus de pouvoir à GFK et que GFK ne fait pas la pluie et le beau temps. Néanmoins, on peut quand même dire que notamment quand vous faites les synthèses, les analyses, c'est des choses qui vont être très suivies, et là dans la façon de présenter les choses, parfois il y a des messages aussi que vous allez envoyer sur lesquels en fait alors, je sais pas s'il faut faire attention, mais vous êtes conscient quand même qu'il y aura un impact après dans la perception des acteurs du marché. Oui, et vous imaginez bien que l'exercice 2023 a requis beaucoup de précautions en fait, puisqu'effectivement 2023 pour le marché de la BD comme du comics passe après des historiques extrêmement forts. Donc GFK annonce des chiffres négatifs. Néanmoins, on n'est pas du tout sur un effondrement du marché. Et c'est effectivement toute la difficulté d'exercice, c'est de rester objectif, comme le disait Laurent tout à l'heure, tout en énonçant des faits et en prenant en compte l'impact de nos messages auprès du grand public et des professionnels du secteur. Je pense qu'on peut parler de la conférence que nous avons eue au FIBD justement cette année. Où le grand souci était de présenter des chiffres donc globalement négatifs, tout segment confondu sur le marché de la BD et du comics, sans revenir, enfin en tout cas c'était moi mon souci, sans être dans la rengaine perpétuelle avant pandémie, pré-pandémie, qui en fait ne correspond plus aux standards du marché du livre aussi. Et puis pour être plus, j'allais dire, subjective, ça fait 3 ans maintenant qu'on se compare à avant pandémie. Il faut sortir aussi de cette logique-là et prendre les nouveaux référentiels du marché. Et le double challenge, je vais dire, de la conférence que nous organisons à l'occasion du Festival international de la BD, c'est que nous avons 20 minutes pour résumer un marché extrêmement dynamique. Et en 20 minutes, en fait, on doit faire des choix. Donc, effectivement, on a par exemple eu à cœur de ne pas enfoncer des portes ouvertes avec le manga en disant que non, il n'y avait pas que un effet passe culture, que le manga était sur une dynamique extraordinaire et que effectivement, on a un repli du marché cette année qui peut s'expliquer en partie par la diversification du pass culture qui permet d'acheter d'autres biens culturels que le manga. Et puis quelque part, une fois qu'on a constitué sa collection de mangas, quelque part, il y a aussi une logique à un monde fini. On n'est pas en expansion permanente. Oui, sur les dynamiques de recrutement qui peuvent pas être exponentielles non plus. Exactement. On peut pas faire plus 10 tous les ans. Oui, si vous savez, à partir du moment où il y a tout le monde qui a été recruté, tout à fait. Faut que les autres lecteurs grandissent pour être recrutés aussi après. C'est ça. Et puis pour revenir en fait sur la dynamique du comics, effectivement en fait vous avez réagi, puis d'autres acteurs du marché ont réagi en fait aux messages qui ont pu paraître alarmistes en fait sur la baisse du marché comics, mais que l'on a expliqué en fait par un impact très fort des opérations petit prix. Qui est constitué de mémoire près de la moitié des ventes de l'année précédente, et qui, par leur arrêt cette année, n'a pas joué ce rôle de moteur. Alors là, nous sommes ensemble autour d'une table, on en discute, on prend le temps de la nuance. C'est vrai qu'en 20 minutes, quand on a un impératif de faire passer beaucoup de messages, c'est compliqué. Surtout que certains, et alors c'est sans jeter la pierre à personne,
Mais si on prend juste les slides telles qu'elles sont ensuite présentées pour qui n'a pas forcément aussi assez. Alors pour le coup, moi c'est la première année où j'ai pas pu assister à la conférence. D'habitude, je suis toujours au MID pour y assister parce que c'est pour moi c'est le point fort. Et oui. Parce que c'est ma marotte un petit peu. Mais je veux dire que si on n'y assiste pas et qu'on a juste en fait les slides et qui sont après reprises telles quelles, on peut s'arrêter sur le prix moyen du comics a augmenté de 28%. C'est aussi, il y a une baisse de 37% des volumes de vente. Oui. Et on peut juste s'arrêter à là et se dire, ah ouais, mais en fait, les comics, du coup, ils prennent 40% de vente dans la tête et en plus, ils augmentent de quasiment un tiers de leur prix de vente alors que c'est des moyennes. Oui. Et que dans les faits, voilà, il y a plein de choses et de détails à creuser, notamment sur cette dynamique du marché du comics qui en fait de 2020 à 2023 a changé tout parce qu'il y a ces collections petit prix qui sont arrivées, qui ont explosé, qui ont pris vraiment jusqu'à 40% des ventes l'année dernière et qui d'un coup disparaissent aussi. Et j'imagine que pour vous c'est extrêmement compliqué aussi surtout qu'on parle d'un marché qui malgré tout ce qu'on peut en dire, est minoritaire sur le total de l'offre et que vous pouvez pas y passer 15 minutes sur les 20 qu'on vous donne. Non, mais c'est aussi pour ça que du coup, dans la présentation, on a tenu à apporter aussi un autre éclairage. Donc, sur le prix, on a effectivement voulu apporter la précision que il y avait cet impact des opérations petit prix, donc qui sont des prix de vente à moins de 5, moins de 6 euros, en fait, à l'ouvrage. Pour venir en fait donner les clés de lecture justement de ce moins 37% qui peut être très brutal en première lecture. Et puis il y a un autre phénomène qu'on a trouvé intéressant, alors émergent mais intéressant, c'est justement ce changement de format sur le marché des comics avec le développement d'une offre collector. Après, ça ne fait que 6 ans que je suis chez JFK, mais j'ai toujours évolué dans le marché des études et du chiffre en régie pub ou en start-up. Ce que j'ai retenu en fait de mon expérience professionnelle, c'est qu'on fait dire ce qu'on veut à un chiffre. Donc c'est là où GFK doit être dans son rôle de garant de la lecture de l'information pour à la fois donner le contexte, la perspective en fait de ce chiffre, parce que on peut le prendre dans tous les sens et lui faire dire n'importe quoi. En fait, on peut dire, notamment cette année, quand vous regardez le marché de la BD de manière générale, il est en décroissance, notamment à cause du manga. Donc déjà, vous l'analysez avec ou sans manga, l'essentiel du recul de la bande dessinée, c'est dû au manga. Mais vous prenez un segment de la même manière que le comics, vous prenez le segment de la bande dessinée jeunesse, par exemple, pour revenir à la codification, c'est là où on a tout ce qui est BD patrimonial et notamment les grosses sorties de la fin d'année, Astérix et Gaston Lagaffe. Ouais. Qui elles font que ça fait plus 30%, mais si on les enlève eux... Exactement, si vous prenez ce chiffre-là, c'est un segment qui augmente de plus 7% environ. Mais si vous enlevez ces deux titres, vous êtes en recul. Donc en fait, si votre but est de montrer que la bande dessinée jeunesse en l'occurrence est en hausse, vous allez prendre le chiffre brut de base. Si vous voulez dire que à part quelques phénomènes l'arbre qui masque la forêt, le marché est en recul, vous allez prendre le second chiffre. Et en fait, c'est dans les deux cas, ça va être beaucoup plus complexe que ça parce qu'il va y avoir des phénomènes qui vont faire que vraiment explicatifs qui vont montrer que le marché est en recul ou en hausse selon le chiffre que l'on prend. Et surtout en fait, ce qui est toujours délicat en fait dans notre exercice de commentaire, c'est qu'on donne une dynamique de vente. Et ce qui est compliqué quelquefois à percevoir, c'est qu'en plus, on le fait sur un marché qui est dominé par la créativité. Et je pense que c'est ce qui est aussi quelquefois difficile à entendre, c'est qu'on a l'impression qu'on vient juger un travail créatif, ce qui n'est pas du tout en fait notre volonté ni notre rôle. Et je pense que ça peut aussi illustrer ou refléter quelques frustrations qu'il y a quand il y a des communiqués de presse de notre part sur le marché de l'édition, parce qu'on est sur un objet éminemment émotionnel et que en fait personne n'a envie de venir égratigner en fait un objet qui nous a fait vivre des émotions fortes. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait que
vous commentez en fait sur des données très froides en fait, simplement des chiffres. C'est-à-dire que on pourrait dire que même si on se limitait que à une seule BD, que cette BD là n'a fait que 500 exemplaires, ça veut pas dire, en tout cas de la part de GFK, que la BD n'est pas bonne, ou que ça veut juste dire par contre clairement elle n'a pas fait plus que ça. Et ce n'est pas parce qu'une bande dessinée n'a fait que ou un titre n'a fait que 500 exemplaires que ce n'est pas une réussite. C'est vrai qu'on a tendance à... En plus, oui, pour son propre éditeur, s'il a tiré à 1000 exemplaires, techniquement, il a vendu un exemplaire sur deux. Oui. Exactement. Ça dépend de l'éditeur, ça dépend de la mise en place qu'il a voulu faire, du nombre d'ouvrages qu'il a mis en place en magasin. Mais ça, c'est vrai que c'est la logique presque commerciale de l'éditeur que l'on va pouvoir voir, et des magasins. Et il y a tout un autre pan qui est à voir aussi, c'est l'expérience consommateur, c'est l'expérience de la personne qui a acheté son ouvrage et qui l'a apprécié, même s'il n'a fait que 5 ventes finalement. Alors qu'on n'a que 20 minutes pour vraiment essayer de dresser toutes les tendances d'un marché, vraiment ça se passe quand vous faites une grande réunion en disant on a tous ces éléments à prendre. J'imagine que ça doit être le fruit de longues discussions aussi. C'est un peu ça. Oui, alors c'est des longues discussions et moi j'ai la chance de travailler dans ce milieu. Je suis 6 ans que je ne m'ennuie pas, que je suis émerveillée tous les jours par le degré d'expertise des gens avec qui je travaille, qui sont capables de venir expliquer le double chiffre après la virgule avec des dizaines d'années d'historique. Donc c'est vraiment fabuleux. Et en même temps, dans ce cadre-là, c'est moi qui ai le stylo rouge, qui vient faire le rôle un peu de censeur, mais d'aiguilleur, oui, ou d'angle éditorial. C'est pas vraiment mon rôle non plus, parce qu'on doit rester dans une lecture objective du marché. Donc, en fait, je dois m'assurer que l'on couvre toutes les familles, que l'on donne les éléments que l'on appelle les causales, pour venir dire pourquoi ça fait plus ou moins, et qu'est-ce qui va expliquer le plus, le moins, au-delà d'une lecture binaire des données. Et puis, en fait, il y a la problématique temps. C'est fait qu'effectivement, en 20 minutes, il faut choisir ses messages, et on en délivre déjà beaucoup en 20 minutes. Après, c'est aussi toute la richesse de l'exercice. C'est que l'objectif, c'est de laisser aussi des portes ouvertes. Et c'est de générer les conversations. Pour reprendre toujours le comics, c'est ce qu'on a voulu laisser des portes d'ouverture pour ne pas mettre en avant que des messages négatifs, et donner en fait à réflexion sur d'autres formats. Le webtoon il fait partie de ce genre d'ouverture. Ce sont des sujets qui ne sont pas encore 100% audités par GFK, mais que l'on suit et sur lequel on peut donner une forme d'avis en tant qu'observateur du marché. Et puis ce qui est très satisfaisant, c'est qu'aujourd'hui en fait ça déclenche des conversations pour venir analyser, triturer, comprendre, ouvrir le débat. Et en fait c'est toute la richesse de l'exercice. Très bien. Écoutez, je crois que pour moi c'est bon, et j'espère que pour les personnes qui nous ont écoutés, en tout cas ils comprennent mieux comment marche GFK, quels sont ces impératifs et ces dynamiques de fonctionnement. Et moi personnellement je suis très content d'avoir eu cet échange avec vous, parce que je pense qu'il y a aussi des choses qui étaient pas forcément trop ultra claires pour moi, et que maintenant j'ai mieux en tête. Donc merci beaucoup Laurent et Magali d'avoir pris le temps de cette discussion. Merci Arnaud. Et je vous rappelle que si vous appréciez ces podcasts et tout le travail qui est fourni derrière, il faut le faire savoir, tout simplement, ça mange pas de pain, mais vous pouvez partager l'émission sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous, puisqu'on continuera bien entendu avec le podcast d'explorer le marché de la BD, du comics particulièrement. Et s'il vous reste quelque chose après avoir fait vos achats en librairie, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. Je vous remercie de nous avoir écoutés, puis je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!